Le 26. C'est quoi le nom? Non, ça correspond de Vraiment. 2000 jeunes, français et allemands, tous invités par le président de la République à participer aux commémorations officielles du centenaire de la bataille de Verdun. Mais avant la cérémonie officielle, en présence d'Angela Merkel, de Jean-Claude Juncker et de Martin Schulz, ces 2000 jeunes bénéficient de 2 journées d'animation pédagogique. L'occasion pour eux de mieux comprendre Verdun, la Grande Guerre, mais surtout l'amitié franco-allemande et son importance dans le contexte européen. Le 27 mai 2016, ils sont venus au Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme, où les attendaient 15 ateliers, 15 espaces dédiés à la pédagogie, mais aussi préparatoires à l'expression de ces jeunes. Ce film revient sur cette journée, qui restera gravée dans leur mémoire. Des libertés et des droits de l'homme. Donc c'est ce bâtiment qui est l'ancien palais épiscopal. Les Allemands voulaient Verdun parce que c'était une place stratégique. Il y avait beaucoup de forts, du coup ils pouvaient dominer les Français en prenant Verdun. Aujourd'hui, on se demande toujours pourquoi il y a eu autant de victimes des deux côtés et pourquoi cette bataille a été aussi meurtrière. Bis heute ist Verdun ein Mahnmal, sei es für Deutsche oder Franzosen. Avec ce projet, on s'est vraiment rendu compte de la dure réalité de la guerre et des conditions de vie difficiles. On s'est aussi rendu compte qu'il y a eu quand même 300 000 morts et que la bataille a été aussi très très longue, ce qui nous a vraiment touchés. Déjà, je vais présenter le contexte historique. Donc, suite aux attentats de Sarajevo, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Or, l'Autriche-Hongrie est une alliée de l'Allemagne et la Serbie est une alliée de la France, qui est alliée aussi à la Russie. Donc ainsi, l'Allemagne et la France se déclarent la guerre. Au tout début, c'était une guerre européenne. On observait de nombreuses tensions entre de nombreux pays. Mais en 1917, quand les Américains se sont mobilisés, c'est vraiment devenu une guerre mondiale. Et il y a même eu des conflits au Proche-Orient. Donc c'est une guerre qui a mobilisé plusieurs continents. Anfangs war es nur ein europäischer Krieg weil halt nur europäische Länder angegriffen haben, wie zum Beispiel Österreich, Ungarn, Deutschland und Frankreich halt und dann auch noch zum Teil die Briten. Aber ab dem Moment, wo dann später die Amerikaner zur Verstärkung kamen, da Deutschland eine zu große Macht war und sie Unterstützung brauchten, sind wir der Meinung, dass es ein globaler Krieg wurde und es dann halt dass es ab dem Moment ein Weltkrieg wurde. La première guerre, on peut dire qu'elle est mondiale et pas seulement franco-allemande parce qu'elle concerne bien d'autres pays que la France et l'Allemagne, notamment des grandes puissances telles que le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis ou encore l'Empire ottoman. Elle est mondiale aussi parce qu'elle s'étend sur plusieurs continents. Les États-Unis ont activement participé à la guerre et ne sont pas qu'en Europe. Il y a eu aussi les colonies qui sont impliquées, quelques batailles marginales mais c'est surtout du recrutement d'hommes. Et il y a aussi de nombreuses batailles navales dans la grande surface du globe, notamment dans le Pacifique, donc très éloignées de l'Europe. Si la guerre n'aurait été que franco-allemande, elle aurait peut-être duré bien plus longtemps et aurait fait peut-être plus de morts aussi. Und wir kamen dann dazu, dass es ein Weltkrieg war, der in Deutschland und Frankreich wirklich seinen Schwerpunkt hatte. Und die Deutschen jeweils mit ihren Alliierten und die Franzosen mit ihren Verbündeten ausschlaggebend für die Ausmaße des Ersten Weltkriegs waren. C'était une guerre très brutale parce que cette guerre était une guerre industrielle, donc
Et beaucoup de munitions, d'obus et de machines de guerre ont été construits. Am 21. Februar 1916 wurden allein 1 Million Granaten abgefeuert. Es gab jetzt Möglichkeiten, viele Menschen auf einmal zu töten, ohne dem Gegner dabei überhaupt direkt in die Augen zu blicken. Man konnte so anonym Krieg führen, Leute töten, ohne dabei überhaupt irgendeine Ahnung zu haben, wen man da wirklich gerade getötet hatte. Warum verschwenden wir so viel Energie darauf, Waffen herzustellen, die so viele Menschen auf einmal töten? Warum nehmen wir nicht einfach all die Energie, um zu versuchen, den Menschen zu helfen? Warum zerstören wir uns gegenseitig? Warum ist der Gewinner der am meisten Menschen tötet und nicht der den Menschen hilft? Alors, la Première Guerre mondiale est une guerre totale, car elle a mobilisé un grand nombre de personnes. Il y a eu beaucoup de batailles. Mais aussi les gens à l'arrière, qui sont les femmes et les enfants, ou les vieux, les vieillards. Ils construisent, ils vont dans les usines pour remplacer les gens qui sont partis et construire des armes pour la guerre. Also meiner Meinung nach war der Erste Weltkrieg kein totaler Krieg, da nicht die ganze Welt daran beteiligt war. Aber der Krieg hat sich schon in sich gehabt. Also man wird jetzt nicht sagen, dass der Krieg nicht so harmlos war, sondern da sind viele Menschen umgekommen. Vor allem hier in Verdun, wo wir uns gerade befinden. Deswegen würde ich sagen, dass der Erste Weltkrieg kein totaler Krieg war, aber schon ein Krieg, der es in sich hatte. Was gibt es für französische oder deutsche Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg? Und wir stehen ja jetzt schon vor einer, sozusagen, es gibt viele Denkmäler, die halt daran erinnern. Oder es gibt Abzeichen, die halt Leute bekommen, die im Ersten Weltkrieg halt gewonnen haben. Und ja, es gibt noch viele andere Sachen. Dans les deux pays, la mémoire est la même avec beaucoup de souffrance. Il y avait les mêmes conditions de vie. Puis, de chaque côté, il y avait certains de nos ancêtres. Nous avons la même histoire. De plus, dans le sueur de Douaumont, tous les os des soldats français, allemands y reposent. Suite à cette guerre, nous ne faisons plus la différence entre chaque pays. Au jour d'aujourd'hui, plein de sites de mémoire et des documentaires ont été créés pour leur rendre hommage. Depuis le début du centenaire, une collecte d'objets appartenant aux soldats ont été récupérés. Nous pensons que faut les continuer parce que ça nous rappelle les erreurs qu'on a faites dans le passé et pour ne pas les reproduire plus tard. Puis c'est une forme de respect pour tous les morts qui sont décédés dans cette guerre pour leur pays. Donc ces éclats, Ils ont été récupérés sur le champ de bataille, ils sont dans les cuvettes là. Voilà, vous en avez 5 Donc cuvettes un de chaque objet côté. qui est fait pour tuer, là c'est pour faire une œuvre de paix. Das heißt also, in diesen kleinen Eimern da sind Teile von diesen Granatensplittern, mit denen ihr beispielsweise hier das Wort Till ausfüllen könnt. Der Sinn dahinter ist, wenn ihr das machen möchtet, ihr könnt dann was anderes machen, wie eine Friedenstaube oder so. Irgendwas, Oh, désolé. On a des obus dans la main. Vous avez une devine de tape tous les jours. Vous avez son œil, qui regarde. Ah oui. Ah ouais. Verdun, 1914-1916, la vie continue. Die Ausstellung hier heißt Verdun 1918, das Leben geht weiter. Alors cette exposition est organisée par la ville de Verdun, service archives et la bibliothèque du Grand Verdun. Mais dites, t'es sérieux? D'accord. Et puis le sujet que vous avez choisi ensemble, et puis après tu t'exprimes.
D'accord. Tu regardes bien la caméra. Je m'appelle Léa Janet, j'ai 15 ans, j'habite à Plescope. Je suis en 3e C dans le collège Anne Frank et j'ai choisi la résolution des conflits par des relations internationales. C'est quand des pays se regroupent. Regardez bien la caméra. En 1984, le symbole de la réconciliation franco-allemande pour la poignée de main entre Kohl et Mitterrand. Mit dieser Geste von Verdun wird der Händedruck von Kohl und Mitterrand gemeint. Und dieser Händedruck ist einfach symbolisch für die wiedergefundene Freundschaft und die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland gemeint. Das ist Frieden. Le Centre mondial de la paix se situe à Verdun à cause de la bataille qu'il y a eu durant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec des Allemands en tant qu'amis et non en tant qu'ennemis. Il y a 100 ans, donc à la guerre de Verdun, nous étions ennemis. Donc voilà. Ensuite, il y a eu, les tensions se sont vachement aggravées suite au traité de Versailles qui a été imposé à l'Allemagne. Donc la France participait à ce traité. Puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la formation de l'Union européenne. Donc la France et l'Allemagne étaient tout simplement alliés. Et depuis ce jour, nous sommes amis. Wir haben heute darüber diskutiert, warum wir eigentlich heute diese ganze Woche nach Verdun gekommen sind. Der erste Grund, der uns gleich aufgefallen ist, weil das jetzt 100 Jahre her ist und sozusagen eine Gedenkfeier ist. Und wir wollen alle daran teilnehmen, um an die vielen Opfer auf beiden Seiten zu erinnern. Außerdem wollen wir auch noch die deutsch-französische Freundschaft stärken und uns gegenseitig kennenlernen. Donc on pense qu'on pourrait devenir encore plus proches parce que même si maintenant, comparé à avant, on ne se fait plus la guerre, et on ne fait pas beaucoup d'échanges, on n'apprend pas beaucoup la langue de l'autre pays. Et donc ce qui crée un peu des éloignements. Du coup, ce serait bien qu'on puisse être un peu plus proches et apprendre plus de choses sur l'autre pays. Voilà. Eh bien, que faisons-nous pour coopérer? À l'école, les Français apprennent l'allemand et les Allemands apprennent le français. L'existence d'une chaîne franco-allemande. Les échanges scolaires. La France et l'Allemagne sont alliés. Et la réconciliation franco-allemande à Verdun. Es wurden verschiedene Organisationen gegründet, darunter auch das deutsch-französische Jugendwerk, welches zu diesem wichtigen Anlass mit dabei ist. Durch diesen deutsch-französischen Austausch können wir neue Freundschaften, Erfahrungen und Informationen sammeln. Wir Schüler können von diesem Élysée-Vertrag nur profitieren. Je pense que c'est totalement vrai, parce que c'est par les jeunes que passe tout. Et donc oui, je pense que les jumelages, c'est-à-dire rencontrer d'autres personnes de notre âge, aller chez eux, qui viennent chez nous, c'est un moyen de générer la paix entre deux pays. Um die deutsch-französische Freundschaft aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass jede Generation aufs Neue sich annähert. Eine gute Möglichkeit dafür ist eine Städtepartnerschaft. Wir sollten die Schrecken des Kriegs nicht vergessen, aber diese Vergangenheit sollte nicht die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft beeinflussen. Nie wieder Verdun. Plus jamais de Verdun. Les Français mangent beaucoup du baguette. Les Allemands font beaucoup de fêtes avec des saucisses. Les Françaises aiment le vin. Les Allemands boivent beaucoup de bière. Les Français mangent beaucoup de fromage. Les hommes ont des moustaches. L'allemand est une langue très agressive. Les Français conduisent des Renault et Peugeot. On ne peut pas faire de préjugés sur les cultures telles qu'elles sont, sans connaître chacun de nous. On pense que les stéréotypes sont vrais car on ne les connaît pas. Et quand on apprend à les connaître, on voit que les stéréotypes sont faux. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es wichtig ist, Stereotypen zu vermeiden. Und das kann man besonders gut machen, indem man sich einfach trifft und sich gegenseitig Fragen stellt und einfach von dem ganz normalen Leben ein bisschen erzählt. Und
zum Beispiel Brieffreundschaften anfängt und weiterführt. Alors là, je vous présente une caricature de Dieter Ranzig, je l'ai bien dit, Hanich, qui est dessinée dans Le Monde. Alors c'est un caricaturiste qui est allemand, donc qui a été signé par... Est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes? Wir sind die ESE-Gruppe, deswegen ist es bei uns immer so ein bisschen Thema. Und dieser ESE-Vertrag wurde von zwei Personen unterschrieben, die hier zu sehen sind. Wer sind diese zwei Leute? Voilà, Conrad Adenauer et Charles de Gaulle, qui sont les deux qui ont signé ensemble le traité de l'Élysée. C'est là où va commencer ce qu'on appelle l'ersatz, c'est-à-dire que comme on manque de tout, on va se débrouiller pour transformer des aliments. Wir haben davon jetzt wenig, aber dann haben wir alle davon. Und deswegen sollst du den Zucker in 2 teilen, damit du morgen noch hast. Also auch wieder Aufruf zum Sparen. Braucht man Deutschland 2 Teile? Alors l'espace Schengen permet à chaque citoyen vivant dans un pays qui constitue l'Union européenne de circuler librement, sans contrôle. Il permet des avantages culturels par des rapprochements, et aussi des avantages du commerce qu'il facilite. Mais il est aussi actuellement très controversé et réfuté du fait des flux migratoires différents qui viennent du fait de guerre. Ces flux migratoires entraînent donc certaines prises d'identité illégales et des passages de frontières non autorisés, ainsi que par moments d'actes de terrorisme qui sont très dangereux. Dahinter steht natürlich auch die Angst vor Terroranschlägen, womöglich durch ankommende Flüchtlinge. Also stellt sich wieder mal die Frage, inwieweit für die Sicherheit Europas die Freiheit und die Freizügigkeit der Bewohner aufgegeben werden darf. Alors tout d'abord, être un citoyen européen, c'est aussi par rapport aux droits de l'homme. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on n'enfreint pas la loi. Et les droits sont les mêmes dans toute l'Europe. Ja, uns war auch die Reisefreiheit wichtig, insbesondere, dass wir auch überall hin reisen können und dass wir halt diese Freizügigkeit haben. La monnaie aussi, c'est en euros dans toute l'Europe. Ja, außerdem können wir das Europäische Parlament wählen. Ja. Les règles européennes sont imposées, surtout au niveau des échanges commerciaux. Und wir haben halt das politische System der Demokratie. In der Zukunft für Europa hilft man sich gegenseitig, es gibt keine Kriege mehr und man arbeitet zusammen und hilft sich auch gegenseitig, zum Beispiel wie bei dem Thema Flüchtlinge. Man unterstützt sich, außerdem kann man dahin reisen, wo man möchte, also gibt es eine Freizügigkeit, es gibt Gerechtigkeit, die Länder wurden endlich gerecht aufgeteilt und ja, die Zukunft sieht allgemein sehr gut aus. Soyons ambitieux. L'Europe, ce sont des pays unis qui avant ont connu plusieurs guerres. Ouais. Nous sommes et nous le resterons toujours unis contre le mal. Der Euro, Einigkeit oder Teilungsfaktor.
Donc selon nous, l'euro est un facteur d'unité car lorsque d'autres pays de l'État européen veulent voyager en Europe, ils ne sont pas obligés de changer de monnaie. Enfin, les pays de l'Europe, ils se soutiennent entre eux quand c'est la crise, comme en Grèce par exemple. Mais par contre, ça les divise car certains pays de l'Europe sont à l'écart et n'ont pas l'euro comme monnaie, comme l'Angleterre, la Suisse ou la Pologne. Donc ils sont un peu mis à l'écart. Alors vous refaites au moins le début, fort, et surtout les messieurs, je vous entends des belles voix d'hommes. Allons, je le dis un peu, allons enfants, et allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre-nous de la tyrannie, l'étoile sanglant est levée. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pas trop mal, un petit peu plus hargneux, parce que c'est une marche révolutionnaire quand même. Hein. Bon. Lucas, manda bitte Platz. Mais il y a quelque chose, vous savez, ce principe du téléphonat, ça se déforme. Et après, dans l'écriture des lettres, souvent ça c'est quelque chose de très complexe. Les historiens ont beaucoup de Wie viel ist heute? Hein? Donc l'ONU, les sigles de l'ONU veulent dire Organisation des Nations Unies. L'ONU a été créée pour unir les États entre eux et aussi rétablir la paix dans le monde. Et l'ONU a été fondée à partir de 51 États membres et en compte maintenant plus de 191. Und ja, wenn man jetzt zur UNO kommt, das ist ja der aktuellere Völkerbund, sagen wir jetzt mal so, der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 in San Francisco gegründet. Und das Gute an der UNO ist halt, dass fast alle Länder in ihr vertreten sind, was ein größeres Ausmaß als den Völkerbund darstellt und ein großes Netz. Und bei der UNO kann sozusagen jedes Land seinen Beitrag für den Frieden leisten. Und um noch mal ein bisschen zu vergleichen im Vergleich zum Völkerbund, es verhindert halt weitere Weltkriege und hat im Vergleich zum Völkerbund die Lage deutlich stabilisiert und es aktuell geschafft, sage ich jetzt mal, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. En conclusion, la SDN elle n'a pas aussi bien réussi que l'ONU, car tous les pays n'y adhèrent pas, et les puissances victorieuses écrasent les puissances défaitistes. Et donc elle est trop contraignante et elle ne permet pas d'éviter la Seconde Guerre mondiale malheureusement. Tandis que l'ONU, elle est une association sur le plan international et elle permet une stabilité mondiale, mais aussi bien sur le plan militaire que sur le développement, l'éducation et le social. Wenn man internationale Beziehungen hat, dass dadurch vielleicht Konflikte gar nicht erst entstehen und man, wenn man Konflikte hat, dass man einfach drüber reden kann, dass nicht irgendwer schlechter Umgang oder so dazwischen entsteht. C'est quand des pays se regroupent pour parler au lieu de faire la guerre. Ils essaient de trouver des ententes pour effacer les erreurs du passé
C'est le but des Organisations des Nations Unies. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass die verschiedenen Länder zusammenhalten und dass dadurch eben auch der Frieden gewahrt werden kann. Denn wenn man zusammen agiert, wird eigentlich ganz viel einfacher und man hätte, finde ich, auch damals in der Geschichte das gebraucht, dass zum Beispiel Deutschland und Frankreich gemeinsam arbeiten und da wäre zum Beispiel die eine oder andere Schlacht gar nicht zustande gekommen, wenn Deutschland und Frankreich damals befreundet gewesen wären. Und ich denke, wir sind in der Generation, wo es nötig ist, dass wir für den Frieden aufstehen, dass wir die Völkerverständigung möglich machen und uns selber da einbringen. La paix a beaucoup évolué. Maintenant, tous les pays en Europe sont en paix. La dictature a disparu. Maintenant, on peut travailler tous ensemble. Nous ne sommes pas en guerre comme les précédentes guerres, exemple Première Guerre mondiale 1914-1918, Seconde Guerre mondiale 1939-1945, mais la France a des conflits avec Daesh. Nous sommes surtout en guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre mais non officielle puisque nous affrontons une sorte d'armée invisible qui est le terrorisme. Im Krieg, nun ja, wir denken eher, das sind Konflikte, die immer wieder anschwellen. Und es ist alle Terrororganisationen, die dafür verantwortlich sind. Aber sicher fühlen wir uns schon. On s'est dit que cette arme, ou plutôt cet instrument, est utilisé, est un peu des deux. De paix, parce qu'elle permet de garder une certaine communication entre les pays. Par exemple l'OTAN. De guerre, parce qu'il y a eu Nagasaki et Hiroshima au Japon, qui a fait peur à tout le monde, aux Américains, aux Japonais et aux Français. On a trouvé des arguments pour ce phénomène, parce que dans des cas spéciaux, les armes nucléaires peuvent être une solution rapide. Parce que hier on a vu en film, on a vu Verdun, des soldats qui étaient en train de lutter, il y avait des batailles très cruelles. Alors on dit on peut éviter la cruauté des guerres, des batailles, que beaucoup de soldats meurent de façon brutale. Alors on peut dissuader un peu la guerre, terminer, mettre en point comme les Américains l'ont fait en Japon. Aujourd'hui, en ce moment, il y a quelques nations, je crois qu'ils sont 12, qui possèdent encore des armes nucléaires. C'est un peu, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils pensent ah ça montre le pouvoir militaire que l'Israël ou la France a encore. Si je pense que l'Allemagne a encore des réserves, cette énergie, cette arme, moi je me dis ah mais qu'est-ce qui se passe s'il arrive à une troisième guerre mondiale? Atomwaffen eine Waffe des Friedens sind, weil es der Abschreckung dient. Das heißt, wenn ein Land diese Waffen besitzt, trauen die anderen Länder sich nicht, dieses Land anzugreifen. Mais il y a surtout des arguments contre l'arme nucléaire, parce que lors de son utilisation, ça détruit la nature, mais surtout des civils et des gens innocents. Et après, les générations futures, elles ne peuvent plus vivre dans cet endroit. Et nous avons donc conclu que c'était une arme de guerre, parce qu'une arme ne peut pas faire la paix.
de pouvoir être ici, d'avoir été le collège choisi pour représenter notre académie. Parce que les années précédentes, tous les élèves et nos professeurs ont énormément travaillé dans le cadre du centenaire. Et du coup, c'est vraiment une chance de nous pouvoir arriver au bout de la 3e année de travail, pouvoir profiter de ce voyage et de participer au centenaire à Verdun.